Voilà, ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité. Il est 12h30, presque 36 sur les ondes de Radio Ville-Marie. On avait parlé de croque-mort et de thanatologue, maintenant on parlera de saucisses au limel. Deux événements récents sont venus réactiver les vieilles questions toujours renouvelées, malheureusement du reste, du rapport entre le nous et l'autre. D'abord l'affaire de la viande halal chez Olimel, ensuite la tuerie de Toulouse en France. Deux événements en apparence étrangers, mais qui suscitent la même réflexion à tel point que Mathieu Bocoté, mon chroniqueur, y a consacré un bon 4 articles récemment. Mathieu, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le gras du sujet, si j'ose dire, racontez-nous un peu les deux faits, là. Bon, alors, pour ce qui est de l'email, c'est Mario Dumont, à son émission du midi, révélait il y a quelques semaines que l'ensemble de la production d'un abattoir de l'email avait été converti au rite halal, pour l'ensemble des gens, donc pour les musulmans et pour les non-musulmans, à destination du marché musulman au Québec. On marquera l'étiquette halal, pour d'autres on ne la marquera pas tout simplement, mais l'ensemble de la production est converti à ça, et ça a provoqué évidemment, lorsque la chose s'est sue, plusieurs réactions publiques, à la fois de la part de ceux qui s'inquiètent pour la traçabilité des produits, pour s'inquiéter de la santé animale, de la souffrance animale surtout, et aussi de ceux qui ont posé le problème politiquement, c'est-à-dire sommes-nous de nouveau dans la logique de l'accommodement déraisonnable, et tout un débat a pris, et là à partir de là il y a tout un camp qui a dit voilà le retour du vieux fond xénophobe québécois et de cette tentation de la stigmatisation des musulmans, et de l'autre côté ceux qui ont dit non, il est légitime pour une société d'accueil d'exiger une intégration culturelle des nouveaux arrivants. On viendra aux réactions plus tard. Donc ça c'est du côté de Olimel, et faisons 6000 km vers l'est. Oui, alors là c'est autre chose, c'est-à-dire on a vu Mohamed Merah il y a quelques semaines, un musulman des banlieues français, un jeune en fait, déclassé social manifestement, fanatisé, donc non pas seulement un musulman, il y a tant et tant pratique la religion parfaitement pacifiquement, mais un islamiste véritablement, qui avait été fanatisé par Internet, qui avait eu des camps de formation en Afghanistan et tout ça, a décidé, dans une logique terroriste, qui est celle du loup solitaire, de pratiquer l'assassinat sélectif en France. Donc d'abord des militaires musulmans français qu'il accusait de trahir finalement la cause de l'islam. Ensuite des jeunes enfants juifs qu'il a tués dans une espèce de logique finalement de guerre des religions, de guerre sous la logique du djihad. Et double réaction encore une fois. D'abord et avant tout, on se dit, avant de connaître l'identité du tueur, ça y est, c'est un nouveau Anders Breivik, c'est un tueur d'extrême droite qui arrive. D'après le gars de Norvège, là. Oui, voilà. Donc, et là, on va se dire, faites attention au débat sur l'identité nationale et sur l'immigration, parce que ça pousse les fanatiques à aller viser les minorités. Et là, quand on a appris ensuite qu'il ne s'agissait pas d'un Dupont-Lajoie, mais de Mohamed Merah, on a dit, on a refait le procès en disant c'est parce qu'il a été poussé vers la marginalité, il a été stigmatisé. C'est Tariq Ramadan qui par exemple a dit ça, poussé à la minorité, à la minorisation, stigmatisé, victimisé. Il s'est retourné contre la société qui l'a accueilli en frappant les institutions qui l'incarnaient de manière dominante, les Juifs et l'armée. Donc de ce point de vue, Mohamed Merah est une victime. Mathieu Bocoté, on reviendra encore une fois à Tariq Ramadan. Vous en êtes pris à lui d'ailleurs du reste dans un texte assez argumenté. Est-ce qu'il est légitime de rapprocher ces deux faits qui sont si éloignés l'un de l'autre géographiquement? Je ne les rapprocherai pas spontanément. D'ailleurs, vous noterez, j'ai consacré des papiers à ces questions, mais je n'ai pas consacré un papier aux deux phénomènes en même temps. Vous avez raison. Parce que, d'un point de vue québécois, on est devant un cas classique, je dirais, de dérèglement du droit, de la coutume, de la culture, par la pression du multiculturalisme. Oui. Et il n'y a ni violence, ni conflit armé, il n'y a pas de sang qui coule. Donc, en tant que tel, ça ça empêche tout rapprochement. À la française, ce qu'on a vu là, c'est évidemment, il y a moyen de réfléchir à partir de là sur l'échec de l'intégration. Il y a moyen de réfléchir à la crise du multiculturalisme à la française, à la crise des banlieues, à la difficile intégration de l'islam, non seulement à la République, mais à la France. Mais, si on peut voir tous ces éléments sociologiques et politiques dans cette crise française, néanmoins,
nous sommes devant je dirais une figure qui se dérobe à l'explication sociologique, qui se dérobe à toutes les théories, c'est celle du mal radical, c'est-à-dire l'apparition de la pulsion meurtrière dans la cité, une pulsion qui est pas toujours générée par les idéologies, qui peut être excitée par les idéologies, qui peut être encouragée par certains discours idéologiques, mais c'est pas tous les idéologues qui passent à l'acte. Comment se fait-il que dans ce cas-là, Mohamed Merah a décidé de prendre un fusil et d'abattre des enfants juifs à la sortie de l'école? C'est ce que j'appelle une pulsion meurtrière qui trouve son origine dans la part sombre de l'homme, mais qui ne s'explique pas par les idéologies. Ce que je voulais dire, Mathieu Bocoté, avec ma question, c'est que les réactions semblent les mêmes. Vous avez d'un côté des gens qui crient à la discrimination et la pauvre victime qui, etc., à la non-intégration de l'autre, à l'exclusion de l'autre, etc. Et vous avez ici comme là-bas, ici de façon beaucoup plus édulcorée évidemment qu'en France, parce qu'en France c'est encore plus polarisé, les réactions sont souvent les mêmes. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est que le débat de fond de notre époque, si je puis dire, hein, tout comme la question de fond de la fin du 19e siècle, jusqu'aux années 50, jusqu'aux années 70, c'était la question sociale. Hein, la question d'abord et avant tout des luttes ouvrières, ensuite c'était la question de la répartition de la richesse finalement produite par le capitalisme dans le cadre de l'État social. Depuis les années 70, avec la contre-culture, depuis les années 70, avec la remise en question de certains consensus traditionnels occidentaux, la question culturelle, la question identitaire est en train de prendre toute la place. Donc la question, et plus largement, depuis les années 90 et 2000, la question du multiculturalisme. Alors, l'ensemble des phénomènes sociaux qui surgissent dans l'espace public sont d'abord traités à partir de ce paradigme, finalement, je dirais, pas tous les phénomènes sociaux, pas la question de l'emploi et ainsi de suite, mais lorsque les questions culturelles ou identitaires surgissent, toujours on est tenté de les expliquer à travers la grille du rapport majorité-minorité, de rapport à l'intégration identitaire, du rapport du conflit, du choc ou de la rencontre ou des civilisations. Donc on a toute une série de concepts, de notions, de références à partir desquelles on pense spontanément à l'actualité. Je crois toutefois que dans ce cas-là, s'il était légitime d'intégrer ces deux événements sous le même paradigme, mais à très grande distance de la crise du multiculturalisme, néanmoins, il faut éviter les rapprochements trop simplistes, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au Québec, ça demeure à l'intérieur d'un débat de la démocratie libérale et peut s'expliquer sociologiquement. Ce qui s'est passé en France, je crois, et c'est là qu'on doit marquer la différence, ne serait-ce que pour avoir une bonne intelligence de l'analyse, se dérobe à la sociologie, me semble-t-il, se dérobe à la politologie. Nous sommes devant ici quelque chose qui est antérieur, je dirais, à toute rationalisation, c'est la figure du mal, mais la société moderne est incapable de penser le mal. Elle s'est constituée sur le mythe de l'homme bon, sur le contrat social. Elle s'est constituée sur le refus du péché originel d'une certaine manière. La société moderne s'est constituée sur le refus de prendre au sérieux l'hypothèse du mal radical. Sauf la tradition à la Hobbes et ainsi de suite, mais disons en général Thomas Hobbes, le grand philosophe anglais du 16e, qui plaide sur la création de l'État moderne sur la figure du mal, donc c'est-à-dire pour refouler le mal, mais en général les modernes croient à l'émancipation de l'homme, croient que l'homme est bon. Les modernes sont plus avec Rousseau qu'avec Hobbes, mais là on a de la difficulté à penser le mal radical. Or c'est ce qu'on a vu en France. Permettez que je revienne un peu au ras des pâquerettes. Ce qui est curieux, c'est que quand même dans ces questions-là qui sont quand même différentes en France et au Québec, il y a des gens qui sont cultivés, rationnels, vous dites universitaires du reste, Ramadan aussi d'ailleurs, semblent avoir un discours qui est, oui, il est argumenté, c'est bien construit, etc. Et pourtant, le fond de ce discours semble être émotionnel et irrationnel. Alors, on a l'impression que, d'ailleurs, vous parliez d'un article dans le Devoir de deux universitaires qui, comment vous dire, avec force argumentation, force logique, etc., vous présente un discours qui est basé sur de l'émotion. Oui, ça c'est très vrai. Mais il faut dire que l'homme ne soit pas qu'un animal rationnel ne devrait pas nous surprendre et devrait encore moins vous surprendre. L'homme n'est pas un animal rationnel seulement. Heureusement, il l'est aussi. Mais je crois imaginez s'il l'était pas. Mais notez qu'au 19e siècle, c'était une chose qu'on savait véritablement, c'est-à-dire à tout le moins c'était une hypothèse qu'on suivait, que les idées politiques viennent habiller des sentiments. Ils viennent habiller des émotions. On pourrait ajouter que les théories sociologiques viennent habiller aussi des sentiments et des émotions. Je donne un exemple. Je dis souvent à mes étudiants, comme je l'ai souvent écrit, que la sociologie présuppose une anthropologie. La sociologie présuppose une vision de l'homme. Oui. À partir de quelle idée de l'homme construisons-nous nos théories? À partir de quelle idée de l'homme bâtissons-nous nos systèmes? Est-ce que l'homme
est un être craintif? Est-ce que l'homme est un être qui aspire à son émancipation et qui peut espérer sa réconciliation avec ses semblables dans la cité? Est-ce que l'homme est mauvais? Est-ce que l'homme est médiocre? Je dis souvent, je distingue ici les traditions politiques. Le libéral croit que l'homme est médiocre, le conservateur croit qu'il est mauvais, le réactionnaire croit qu'il est terrifiant, et le progressiste croit qu'il est bon. Alors, nous aujourd'hui, ceux que vous épinglez régulièrement, Mathieu Bock-Côté, c'est les progressistes, qui pensent que l'homme est bon. Oui, qui pensent que l'homme est bon et qui pensent que la société le corrompt. Et que c'est eux qui sont les porte-parole de cet homme bon, et en fonction duquel ils peuvent condamner ceux qui sont pas d'accord avec eux. Exactement. L'erreur du progressiste, parce que je ne suis pas progressiste, à tout le moins sur le plan... tout le monde pas sur le grand plan finalement, mais certainement pas sur le plan anthropologique. Pour les impôts, vous l'êtes quand même, non? Oui, l'impôt progressif est légitime, mais je ne serais pas contre qu'il soit un peu moins. Mais bon, ça, c'est une parole de riche. Ça, c'est bon. Oui, ça, c'est mon égoïsme fiscal. mais non, plus sérieusement, oui. Toute cité repose sur une conception de l'homme. Oui. Or, ce qu'on nous dit souvent, et c'est l'héritage de la pensée progressiste, elle nous dit... La société occidentale est corrompue, elle corrompt l'homme, elle le fait baigner dans une culture qui l'avilit. Il nous faut donc transformer radicalement cette culture pour délivrer l'homme de cette société qui l'avilit. Il nous faut délivrer l'homme des institutions qui développent chez lui des pulsions mauvaises. Il nous faut rencontrer l'homme originel qui, lui, serait nécessairement bon et délivrer de ces médiations inutiles qui relèvent du politique, de la culture, de la religion, du droit, de l'économie. L'homme pourrait aller à la rencontre de son prochain. Nous pourrions finalement délivrer l'homme de l'hétéronomie. L'homme pourrait rencontrer son prochain. De l'hétéronomie, que vous voulez dire par ça? C'est-à-dire d'institutions d'autorité qui rappellent à l'homme son inachèvement. Et rappelant à l'homme son inachèvement. Et surtout représenté dans les minorités. Oui, justement, c'est-à-dire, ça c'est très juste. Parce qu'aujourd'hui, dans la sociologie héritière du marxisme, puisque l'ouvrier ne veut plus jouer le rôle de l'exclu par excellence, c'est la découverte du 20e siècle, l'ouvrier préfère l'abondance à la révolution, eh bien, vers quoi se tourne-t-on? On s'est tourné vers un ouvrier de remplacement. C'est l'exclu, le marginal, le minoritaire, qui lui, parce qu'il est exclu de l'ordre social, donc il est exclu de des avantages sociaux, dans tous les sens du terme, eh bien, est dans une position privilégiée, ce que Claude Lefort appelait la position de l'étranger, pas au sens d'étranger que le philosophe Claude Lefort. Il vit encore? Non, il est mort récemment, philosophe français qui parlait de la position de l'étranger, pas au sens culturel, mais étranger à l'ordre social, et c'est à partir des marges de la société qu'on pourrait la critiquer. Et la pureté est là. Donc, toujours le majoritaire est coupable, toujours le minoritaire est légitime. Et c'est ce type de logiciel qui s'active intellectuellement lorsqu'on voit, par exemple, dans la tuerie de Toulouse, lorsqu'on dit Mohamed Merah, c'était la thèse de Ramadan, est une victime. Mohamed Merah est une victime parce que c'est la société qui l'a poussé au crime. Attendez une seconde, Mathieu Bock. Il a dit autre chose auparavant. Il a dit, et c'était dans votre texte, il y a chez certains hommes, ça c'est pas vous qui le dites, non, je le cite là, Ramadan, un pauvre garçon coupable et à condamner sans l'ombre d'un doute, même s'il fut lui-même, etc. Et là, mais bien sûr, parce que Ramadan il le condamne quand même. Parce qu'il constate que ce type-là a quand même tué. Donc il dit, il est individuellement coupable, mais est-il socialement coupable? Autrement dit, il le culpabilise individuellement pour l'excuser socialement. Et ça, c'est ce qu'on voit souvent lorsque dans les années 70, on valorisait, on retrouvait quand Michel Foucault, le philosophe, l'historien, retrouve la justice révolutionnaire dans ses pratiques les plus barbares, quand il retrouve les prisonniers, il dit voilà des forces d'émancipation. Les prisonniers, évidemment, ils ont fait du mal quelquefois. Évidemment, c'est un meurtrier, lui c'est un voleur, lui c'est un cambrioleur, lui c'est un kidnappeur. Mais ne cherche-t-il pas à travers cette action criminelle à renverser un ordre social? Est-ce que le crime n'est pas une autre manière de transgresser un ordre social illégitime et injuste? Et là, ça nous ramène à la question de tantôt, le rapport aux institutions. Oui. Si les institutions, comme le croient les progressistes, si les institutions sont des institutions qui avilissent l'homme parce qu'ils l'empêchent d'advenir à sa pleine émancipation, à sa pleine vérité, à sa pleine réconciliation fraternelle avec les autres, eh bien, il faut critiquer les institutions. Si, comme le croient les conservateurs, les libéraux, et peut-être même les réactionnaires un peu, mais surtout les conservateurs et les libéraux, croient que l'homme est entre un peu mauvais, un peu médiocre, tout ça. Les institutions ne sont pas des institutions qui répriment, mais qui civilisent. Elles refoulent en nous la part d'ombre et elles nous civilisent en cultivant dans le temps, par la culture, par le politique, en cultivant ce qui nous permet de vivre ensemble. Civiliser voulant dire contenir, diriger, canaliser. Les mauvaises pulsions, ou les canaliser alors dans des institutions légitimes. Par exemple, la pulsion brutale va être canalisée dans les services d'ordre, dans l'armée, et ainsi de suite. Les personnalités plus brutales vont être amenées là, mais plus largement, le rôle de la cité, c'est de cultiver les vertus
qui permettent de vivre ensemble et de refouler. Et le travail de refoulement est indispensable. L'authenticité n'est pas toujours une bonne chose. La transparence est un drôle de mythe chez les modernes. On ne se rend pas compte que si tout est transparent, ce qu'on va voir n'est pas nécessairement beau. Hein? Effectivement. Les cloisons sont nécessaires dans une vie. Dans une maison, vous avez des cloisons pour certaines activités qui vous appartiennent. Plus vulgairement, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et voilà pourquoi je dis que le nœud du problème est là. Nous sommes devant un problème qui n'est non pas d'abord politique ou politicien, mais un problème anthropologique et philosophique dans notre rapport à la cité, dans notre rapport à l'homme, dans notre rapport à la société. Écoutez, il y avait en 1927, je crois que vous étiez pas né à l'époque, Mathieu Bock-Côté, hélas, un livre qui était sorti de Julien Benda. Oui, La trahison des clercs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je reviens aux universitaires qui excusent les comportements Ramadan, qui portent un regard peut-être plus indulgent que vous sur les situations. Est-ce qu'on est aujourd'hui, et relayé par les médias, relayé par la société aussi, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une autre forme de trahison des clercs, des intellectuels qui ne joueraient pas leur rôle, jouent mal leur rôle ou se mettent à la place de la victime? Enfin, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ça? Je comprends le parallèle. J'utiliserai pas la même formule. Parce que je suis toujours un intellectuel, je sais pas à quoi il sert en tant que tel. Il est pas supposé être à gauche, il est pas supposé être à droite. Parce que Benda, ce qu'il disait, c'est que les intellectuels devaient s'occuper en 27, hein. Oui, bien sûr. De choses abstraites, de l'universel, de pas se corrompre. Et ne pas rentrer dans la politique, ne pas parler à travers les journaux, etc. Non, ça, je crois. Il critiquait aussi toute forme d'enracinement, les médiations historiques. C'est une figure, une défense de l'abstraction. Bon. Je crois là-dessus que les intellectuels ont un défaut de classe, si je puis dire. On célèbre beaucoup l'indépendance des intellectuels. Je crois qu'ils sont indispensables dans une cité. Oui. Mais, ils ont quelquefois l'habitude de penser en troupeau. Et ils aiment bien les fictions, je dirais, rédemptrices. Ils aiment bien se donner le beau rôle. C'est-à-dire, si vous nous écoutez, nous, intellectuels, nous allons décoder l'ordre social, décrypter les mécanismes qui génèrent de l'aliénation. Si vous nous écoutez, en gros, la société va aller beaucoup mieux. Parce que vous êtes incapable de penser par vous-même. Voilà, c'est-à-dire le sens commun est rempli de préjugés, de stéréotypes, et la seule connaissance véritable est celle qui passe par une critique, sinon une abolition du sens commun. Donc, d'une certaine manière, une partie des intellectuels, surtout ceux qui fonctionnent en sciences sociales ou en philosophie, pour presque à la manière d'une justification professionnelle, viennent discréditer le sens commun. Vous savez ce que vous dites, Mathieu Bock-Côté, c'est exactement presque les mêmes mots que Charles Péguy, qui avait dit dans un texte, ils ont les mains pures, mais ils n'ont pas de mains. Oui, et puis on peut dire les grands. Je distinguerais ici les grands penseurs et certains intellectuels. Un homme comme Raymond Boudon, le sociologue français. Oui. Raymond Aron, Friedrich Hayek, Jacques Ellul, toute une série de grands intellectuels français ou autres ont défendu, ou plus récemment, Marc Crapez, un brillant historien français, un brillant politologue français. Crapez, C-R-A-P-E-Z. Oui. Écrit une défense du sens commun récemment, et il nous dit, un instant, les intellectuels ont tendance à révoquer trop rapidement le sens commun et à se réfugier trop rapidement dans des théories affranchies de l'expérience. Or, le sens commun est légitime, à moins de croire que l'homme n'est pas capable de réfléchir lui-même à sa condition. Et l'hypothèse qu'il défend, et je crois qu'il n'a pas tort, c'est que le sens commun est indispensable à l'idée même de démocratie. L'idée de démocratie présuppose un peuple capable de s'autogouverner, ça présuppose un individu qui baigne dans une culture qui l'éclaire minimalement sur sa condition et la condition commune. Autrement dit, si on revient au sujet de notre chronique, qui était la viande halal chez Olimel et l'assassinat à Toulouse par Mohamed Merah avec 4 morts, les intellectuels devraient se taire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire? Jamais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Non, je ne suis pas en train de dire que les intellectuels devraient se taire d'aucune manière, mais j'analyse, appelons ça, les grandes données de ce débat, et je constate que souvent, chez les intellectuels, il y a une tendance à jouer un procès radical contre la société en elle-même. Toujours la société est illégitime, il faut non seulement examiner ses fondements, non seulement les relativiser, mais les condamner, quelquefois. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pratico-pratiquement avec ce dont on parle aujourd'hui? Alors là, il faut se décentrer un peu de la question des intellectuels là-dessus. Je dirais, quand on regarde ce qui s'est passé à Toulouse, comme ce qui s'est passé ici, pour Olimel, comme je sais pas du tout le même problème, mais je vois le rapprochement que vous cherchez à faire. Dans ces deux cas-là, il faudrait se garder de ce que j'appelle la passion idéologique. Il faut se garder de cette tentative, quelquefois, de la diabolisation du camp d'en face, qui est une des mauvaises habitudes dans nos sociétés. Lorsqu'on a entendu, parce qu'il y a une critique légitime qui a été faite de cette conversion de l'ensemble de la production d'un abattoir à la viande halal, lorsqu'on nous dit que ceux qui critiquent ça sont des xénophobes, des racistes, des fermés, des disciples de Marine Le Pen. Lorsqu'on entend ça, c'est pas les termes du débat politique qui sont présentés, c'est une inquisition.
C'est une lutte du bien contre le mal. Lorsqu'on nous dit à Toulouse que finalement Mohamed Merah est une victime, c'est la victime d'une société si monstrueuse qu'elle pousse ses enfants à se révolter de manière meurtrière contre elle, finalement, on instrumentalise la tuerie de Toulouse pour justifier un procès radical de la société. Si je vous comprends, Mathieu Bock-Côté, le bien, c'est pas que le bien s'affronte contre le mal entre deux camps. Un camp qui représente le bien, l'autre qui représente le mal, c'est que le bien et le mal sont répartis assez équitablement dans tous les camps, quoi. Oui. Et donc, on ne peut pas condamner l'autre parce qu'on devrait se condamner soi-même. Voilà, la condition de l'intelligence démocratique du débat politique, c'est d'accepter que l'autre peut avoir raison. Ça veut pas dire qu'on lui donne raison, mais on accepte l'idée que le bien et le mal ne sont pas répartis selon des camps bien tranchés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations historiques singulières où les choses sont beaucoup plus claires. Devant les Khmers rouges, devant les nazis, devant Staline, devant des groupes terroristes, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui. Mais nous ne sommes pas toujours devant des situations extrêmes et me semble-t-il que l'intelligence démocratique dans nos sociétés devrait réhabiliter un certain sens du raisonnable, devrait réhabiliter la possibilité justement d'un débat légitime qui ne pousse pas à la diabolisation. Et si on revient sur nos deux controverses de base, eh bien éviter dans ces deux débats la diabolisation. Au Québec, éviter la diabolisation de la société d'accueil. En France, éviter d'un coup l'instrumentalisation de la tuerie horrible de Toulouse pour faire un procès de la France. Ou alors, un procès de tous les musulmans. Oui. Ceux qui seraient portés à dire... Il faut pas globaliser, quoi. Ben voilà. En fait, on peut... Moi, aujourd'hui, je suis pas contre les généralisations. Oui. Mais au terme d'une réflexion, pas à l'origine d'une réflexion. Il faut pas inverser les termes, évidemment. Au début, on part de l'événement, comme nous dit Hannah Arendt, et au terme, on peut généraliser. Mais si on généralise au tout début, l'événement perd sa singularité, l'humanité perd sa singularité, et nous sommes simplement devant une querelle de théorie. Une querelle de théorie. Il n'est pas encore trop tard pour le faire, ni au Québec, ni en France, non? Il n'est jamais trop tard pour faire quoi que ce soit, mais on peut dire qu'il commence à être assez tard quand même. Il est minuit moins 1, 2, 3? Minuit moins quelque chose en quelques secondes. Mais je crois que les sociétés humaines ne sont jamais une fois pour toutes, vaincues, et il y a une capacité de rebond en l'homme dans toutes les sociétés, et je crois que de ce point de vue, il faut se renoncer à toute forme de désespoir en politique, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être critique et quelquefois sévère envers sa propre société. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, disait Guillaume d'Orange-Nassau au XVIe, XVIIe siècle. Oui. Ça, je vous ai posé la question une fois. C'est une phrase que René Lévesque aimait beaucoup répéter. Et il l'a répété aussi? Donc je rappelle René Lévesque. Voilà, merci beaucoup Mathieu Bock-Côté. C'est toujours un plaisir de vous entendre. À la semaine prochaine. Avec plaisir.